Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais recommencer une série de vidéos euh, parce que j'ai reçu quelques questions concernant la vidéo sur la politique expliquée au con, et parce qu'il y avait des omissions. Je n'ai pas parlé des écologistes et surtout des nationalistes. Or, c'est évidemment d'actualité et c'est quelque chose de très important, la résurgence, bon, disons, d'une certaine forme de nationalisme. Mais avant cela, je vais parler de l'écologie parce que c'est central. Et je vais, dans cette vidéo courte, montrer que, en fait, l'écologie politique, enfin, je vais régler le compte de l'écologie politique qui est, comme tout ce qui est politique, c'est une arnaque, une nouvelle arnaque. Et d'ailleurs, les gens l'ont bien remarqué, puisqu'elle ne fait que quelques pourcents, et elle ne doit sa présence au sein du Parlement qu'au fait qu'elle fait de la lèche avec le Parti Socialiste. Elle sert de caution spirituelle un programme bidon. Enfin bon. Donc je vais régler son compte. Et après, je reviendrai sur le nationalisme et que j'éclairerai sous le jour de la domestication. Je pense que c'est un thème vraiment très intéressant. Et j'essaierai de sortir des sentiers battus, euh, disons, de l'hystérie ambiante concernant ce sujet. Donc, mais d'abord, donc, je vais parler de l'écologie politique. Alors, c'est un oxymore, l'écologie politique. Il ne peut pas y avoir d'écologie politique. Et d'ailleurs, il suffit de regarder ceux qui la représentent pour voir à quel point ils n'ont, c'est un mot, c'est un concept vain, puisque on ne voit que des gens qui représentent les citoyens lambda. Ils n'ont aucune connaissance particulière d'écologie, aucune compréhension de ce qu'est l'écologie, et ils n'appliquent pas dans leur mode de vie quoi que ce soit d'écologique. Ce sont de parfaits bons petits soldats de la machine productiviste. Ce sont des gens qui s'habillent comme tout le monde, ce ne sont pas des croissants, ce sont des gens parfaitement dans le moule. Et donc, ils sont là pour, disons, mettre en avant une idée qui serait que on pourrait rendre compatible notre société actuelle et notre modèle politique avec, disons, des fondamentaux écologiques. Alors, comme je vais le montrer rapidement, c'est évidemment complètement absurde, et ceux qui ont écouté un peu les vidéos que j'ai faites avant s'en seront facilement convaincus, ils sont déjà probablement convaincus. Mais bon, voilà, je vais quand même rappeler rapidement pourquoi ça ne tient pas debout. Alors, d'où est née l'écologie politique? L'écologie politique, je l'ai peut-être déjà abordé dans la vidéo sur la décroissance, mais c'est né dans les années 60-70. Donc c'était une réaction à l'industrialisation fulgurante qui a envahi le monde entier. Et il y a, cette industrialisation fulgurante a pris différentes, euh, disons, a provoqué différents symptômes qui ont été disons, décrits par les écologistes, et qui ont essayé d'en faire un mouvement politique pour essayer d'amender la société productive, sans, pour la plupart, ou disons pour une bonne partie, remettre en cause la notion de progrès. C'est-à-dire que on ne trouvera pas une négation, disons une critique fondamentale de la société, de la modernité, de l'industrie, et par exemple aussi de la progression démographique. On n'a pas de critique, souvent même actuellement chez les Verts, on n'a pas de critique profonde de cela. Et comme je l'ai montré avant, c'est évidemment lié. Il n'y aurait pas eu de progression démographique s'il n'y avait pas eu d'industrialisation, et il n'y aurait pas eu d'industrialisation s'il n'y avait pas eu de progression démographique. Donc l'exploitation de la nature actuelle est le fruit de ce jeu entre démographie et des techniques d'exploitation qui s'ajustent justement à ce besoin d'une démographie croissante. Donc il y a, évidemment, ils n'en sont pas à ce niveau de compréhension, qui est pourtant pas bien compliqué, mais ils sont dans le déni, et ils sont en train donc il y avait quand même des symptômes graves que tout le monde connaît. Ça a été, d'une part, certains ont reconnu quand même qu'il y avait un problème démographique, comme je crois Ehrlich, qui a parlé de bombe démographique, mais bon, qui a été par la suite plus ou moins démenti, même si aujourd'hui on va la prendre à pleine gueule à nouveau.
Simplement, il y a un problème de timing qui n'a pas, il s'est peut-être un peu emballé rapidement. Et enfin, il y a quand même un milliard de personnes qui ne mangent pas leur faim. Donc. Et ensuite, il y a eu donc il y a eu le nucléaire qui a focalisé, disons, qui a inquiété pas mal de gens, puisqu'on balançait les déchets à même l'océan, donc il y en a plein sous la mer. Actuellement, il y a même des sous-marins nucléaires dans la mer de Barents soviétiques qui sont prêts à relarguer leur plutonium et qui sont activement surveillés par les Norvégiens, puisque c'est leur zone de pêche à la morue, les seules zones de pêche qui restent, qui approvisionnent après toute l'Europe en morue à peu près durable. Donc malheureusement, si les sous-marins se mettent à fuir, il y a eu des rebouchages récents, il y aura, et puis il y a plein de fûts dans la mer de Barents, et il y en a partout dans pas mal d'endroits du monde, et si ces fûts commencent à relarguer leur plutonium et que ça atteint la chaîne trophique des grands poissons qui sont consommés, évidemment, ça risque de mener à une grave crise alimentaire. Donc là, il y a eu le nucléaire. Bon, le nucléaire aujourd'hui rentre moins dans les préoccupations. Ça a été un peu éteint, même si le Fukushima, on nous raconte toujours que ça va. Mais parce que, bon, on met ça sous le tapis. L'avantage du nucléaire, c'est qu'on peut cacher ça, ça se voit pas trop. Et par contre, il y a vu, à l'époque, il y a eu les problèmes des pesticides, que tout le monde a entendu parler, Silent Spring. Et donc, problème des pesticides, et un tas de petits signaux qui montraient que ça allait pas très bien. Et à l'époque, il y avait une pollution assez grande. Donc on a essayé d'amender grâce à, bon, il y a eu un mouvement écologique, politique, qui a influencé quand même globalement certaines politiques et qui a fait qu'on est passé de produits polluants voyants à des polluants plus discrets, mais tout aussi efficaces. Et aujourd'hui, on est largement pollué, donc malgré disons 60, 40, 50 ans d'activisme écologique et de lobbyisme, donc au sein des parlements. Alors, je ferai un rapport en fait entre le marxisme et l'écologisme politique, c'est-à-dire que c'est le même registre. C'est un effet, c'est disons quelque chose qui est du. Donc, c'est un mouvement politique dans le sens qu'il s'agit d'une récupération par un ensemble de personnes, d'aspirations, et ces personnes les récupèrent et au final, elles éteignent ces aspirations et elles canalisent cette espèce de fureur ou cette espèce de dégoût vis-à-vis de l'industrialisation, elles le canalisent et l'annihilent en faisant croire que politiquement on peut trouver une solution. Effectivement, on n'a rien trouvé du tout et on ne trouvera rien. Ça, c'est toujours le problème de la politique, c'est que c'est une façon disons, de calmer les gens et de faire en sorte qu'il ne se passe rien tout en faisant croire qu'il se passera quelque chose. On fait des rapports, des commissions, etc. On punit, on fait des procès, mais au final, on est toujours aussi pollué et on sera de plus en plus. Donc c'est un mouvement politique au même titre que les mouvements de gauche, et il y a dans cette illusion écologique, politique, de l'écologie politique, sans rompre disons, de front avec la société industrielle, c'est la même vision que le marxisme, comme quoi on pourrait faire une révolution et on pourrait rediriger les outils de production vers quelque chose de positif pour les masses, sans remettre en cause en fait la naissance de l'industrialisation, sans comprendre d'où ça vient et la mécanique humaine qu'il y a derrière. Donc c'est le même registre politique, et on le voit effectivement en voyant les gens quand on voit du flot, des gens comme ça, bon, bah, c'est pas, on ne voit pas des gens qui intrinsèquement ont une connaissance de la nature très poussée, qui en parlent même pas. C'est pas du tout les sujets qu'ils abordent. On n'entend jamais parler d'écosystèmes, de machin. C'est pas du tout les sujets sociaux, médiatiques qu'ils abordent systématiquement. D'ailleurs, leur leader, même si c'est quelqu'un de plutôt sympathique, enfin ça dépend comment on le considère, mais bon, quelqu'un qui a eu peut-être, je sais pas, peut-être un certain courage. Jolie, elle s'occupe de corruption, elle s'occupe pas vraiment de. On l'a pas vu s'illustrer dans des combats écologiques particulièrement. Donc, donc c'est en fait l'écologie politique est un mouvement qui récupère et qui en fait est une imposture, puisque ces gens n'ont pas vraiment de légitimité pour parler d'écologie. En fait, en fait, leur discours est contraire à l'écologie, puisque ce sont en fait des gens qui ont une vision sociale qui n'a rien d'écologique et ni de durable. Pas plus que la vision de droite des patrons, etc. Ce sont des gens qui pensent qu'on pourrait avoir un système. Par exemple, ici, moi j'habite en Suède, et ce qui m'a frappé dans la campagne précédente électorale,
c'est qu'il y avait la notion de... C'était la nouvelle Suède, hein, c'était la Suède progressiste et c'était la fiche des écologistes. Bon, moi je vois que la nouvelle Suède, elle va aller comme dans la Nouvelle-France, ça va aller dans un mur très rapidement, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a une surpopulation par rapport à ce que peut produire effectivement la Suède en pétrole actuellement. Les gens partiront un jour quand si un jour il y a une raréfaction des ressources, tout ça est artificiel. Et il y a une pollution monstrueuse. Les Suédois utilisent, je crois, beaucoup plus de pétrole par habitant que les Français. Ils ont une pollution maritime alors qu'ils sont une densité moins plus forte, je pense, qu'en France, etc. Donc la Nouvelle-Suède, et pourtant ils ont une place au Parlement beaucoup plus forte. Ils ont une part de nucléaire aussi importante. Donc on voit bien les résultats de l'écologie politique euh, qui, euh, qui en fait se focalise plus sur des thèmes sociaux et passe pourquoi elle se focalise sur des thèmes sociaux? Parce que sinon elle ne pourrait pas avoir de représentation politique. Parce que qu'est-ce que c'est que l'écologie? Qu'est-ce que c'est que l'écologie? L'écologie, c'est une science. D'accord? C'est la connaissance, l'analyse des écosystèmes et comprendre leur fonctionnement. Cette science, visiblement, est une science en mouvement parce qu'actuellement, on découvre des choses. On découvre d'abord que on n'a pas toujours bien compris comment étaient fonctionnaient les écosystèmes. On découvre leur fragilité. On découvre qu'il y a des grands mouvements, qu'il y a des grandes connexions à des niveaux géographiques distants, qu'il y a par exemple des choses qui n'étaient pas très bien comprises, comme l'importance des grands carnivores sur l'aspect des paysages. Donc ce sont des choses ces écosystèmes sont formés durant des milliers d'années, voire des millions d'années pour certains, et ils ont constitué, disons, une espèce de bibliothèque d'espèces qui permettait de construire des systèmes robustes. Et c'est petit à petit qu'ils ont évolué jusqu'à arriver au système actuel. Et l'homme, comme je l'ai décrit, en quelques milliers d'années, a complètement remis en cause cela, en faisant des écosystèmes beaucoup plus simples, disons en simplifiant, en détruisant. Et on s'aperçoit aujourd'hui que dans bien des cas, cela mène à la désertification et qu'on n'est même pas sûr que globalement cela ne mène pas à une désertification ou à une catastrophe globale, puisque actuellement beaucoup d'espèces disparaissent. Et évidemment, il n'y a pas de compatibilité entre disons, une présence humaine et l'existence d'une société comme dans laquelle on vit et l'existence des écosystèmes complexes. Ne serait-ce que par exemple si on regarde les grands carnivores. Par exemple, on a étudié les grands carnivores, c'est très récent, on a étudié leur impact sur le paysage et on s'est aperçu que les grands carnivores façonnent le paysage. Si on les retire, par exemple, les élans vont commencer, la végétation va être dégradée et on va arriver à une à une situation de complexité moindre et des systèmes plus fragiles aux sécheresses, etc. Et donc, et aux événements climatiques. Donc la robustesse des systèmes, de même par exemple à Tchernobyl, on a vu que quand Tchernobyl a eu lieu, la première chose qu'on a vue, c'est que les castors ont envahi l'endroit et ont commencé à faire des espèces de marécages en faisant donc des barrages un peu partout qui retenaient l'eau. Et c'est que par la suite, et donc ça a complètement changé la façon dont la végétation croissait, etc. Et une fois que les loups sont revenus, après, les castors ont été réduits en nombre et le paysage à nouveau été transformé. Donc on voit l'importance de toutes ces connexions et l'homme ne peut pas vivre en conjonction avec des grands carnivores, c'est pas possible. Donc d'une part à cause de l'élevage, on voit en France avec José Bové qui est pas content à cause des loups, tout écologique qu'il est, ce qui montre clairement la contradiction. Et bon, les ours, etc. Les ours sont très dangereux, hein, faut pas rêver. Je sais pas, pour les gens qui n'ont pas fait de trekking dans des endroits vraiment paumés, où il y a des ours encore, comme en nord de la Suède ou en Norvège, ne comprennent pas que quand on se balade comme ça tout seul dans un endroit où il y en a et où il y a des loups, on n'est pas très tranquille la nuit quand on dort. Et quand on a du troupeau comme les lapons se font décimer chaque année pas mal de bêtes, jusqu'à des proportions élevées par hier, je crois que c'est gloutons en français, les loups et les ours.
Et par ailleurs, ce qu'on a aussi vu, là j'ai vu ça il y a quelques jours, c'est qu'en fait il semble que les écosystèmes ont été mal décrits dans leur fragilité parce que en fait on s'aperçoit que l'impact de l'homme est très très fort. Par exemple, il a pas été il a été mal pris en compte et on s'aperçoit que par exemple les herbivores sont éminemment perturbés par la présence humaine et qui passent beaucoup plus de temps à guetter pour voir ce qui se passe autour parce qu'ils sont dans un état de stress continuel vu à cause des routes, du passage des touristes, des avions, etc. Qu'au final, ça a changé leurs habitudes alimentaires, donc ça a un impact sur les écosystèmes très très fort. Et cela n'a pas, et pareil pour les prédateurs qui sont obligés d'éviter les routes, etc. Et donc ça a un impact très fort sur la façon dont sont constitués les écosystèmes actuels et ça les fragilise énormément. Donc on s'aperçoit que au final, l'homme n'est pas compatible, la présence humaine, avec ce qui a été construit pendant des millions d'années. Si le loup a émergé comme espèce carnivore, c'est qu'à partir probablement, je ne sais pas exactement comment émergent les carnivores, mais on peut imaginer qu'ils émergent à partir de... probablement, il y a probablement plus d'herbivores au départ, et puis ils ont divergé pour devenir carnivores à partir d'herbivores. Par exemple, on s'aperçoit souvent qu'au sein du... Par exemple, il y avait des marsupiaux, autant que je le sache, qui sont devenus carnivores en Océanie. Même chose, il y avait des... même chose, je crois, en Amérique. Et on peut penser que ce sont des mammifères qui au départ étaient herbivores, qui petit à petit, pour stabiliser le système, sont devenus carnivores. Et donc je pense que donc que l'homme n'est pas, la présence humaine n'est pas compatible avec un écosystème solide, et encore moins la présence d'une société, disons que la présence humaine à large échelle, comme on l'a aujourd'hui, et encore moins d'une société complexe comme la nôtre, qui n'est le fruit que d'une instabilité démographique. Donc évidemment, on n'a jamais ce raisonnement chez les écologistes, parce que c'est pas quelque chose de présentable politiquement, et bon, on peut tourner ça de toutes les façons qu'on veut, ils n'y arriveront pas. Alors, ils vivent sur un mythe, c'est-à-dire le mythe de l'écologie politique. Alors, l'écologie politique, ce que je dis, c'est une récupération, puisque, donc, comme je l'ai montré, ça n'a rien d'écologique. Il n'y a pas de possibilité d'écologie politique. Si on comprend comment fonctionnent les écosystèmes, on n'a qu'un seul programme, c'est justement de vouloir sortir de la politique et de vouloir, disons, la fin de cette société qui a un impact désastreux qui obère les chances de survie de notre espèce. Donc on ne fait pas de politique. Au contraire, on essaie de tout faire pour que le système s'effondre par des mobilisations et en essayant de le saboter. Alors, si on veut vraiment faire quelque chose. Mais en tout cas, on ne fait pas de politique, puisque la politique, finalement, est une sorte de collaboration à ce système. Les écologistes ne font que prolonger à quelque chose, un peu comme le marxisme a fait prolonger le capitalisme, en permettant d'aménager des droits sociaux, etc., pour que les gens ne se révoltent pas vraiment fondamentalement. L'écologie ne fera que maquiller et faire continuer un système jusqu'à ce que il aille vraiment au bout de sa logique, ce qui prendra un certain temps, alors qu'il aurait pu craquer avant si, par exemple, on avait laissé des pollutions massives se faire. Au bout d'un moment, je pense que les gens ça aurait eu un impact tel. Mais bon, c'est dans la logique des choses qu'elles soient corrigées justement par des écologistes. Donc, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, donc l'écologie politique permet de maintenir ce système jusqu'à ce qu'il aille jusqu'au bout de sa logique. Puis par exemple, quand on n'aura plus de gaz, on utilisera le gaz de schiste, écologiste ou pas, parce que sinon la société telle qu'on la connaît ne pourra pas continuer à fonctionner. Et évidemment que les pressions sont telles qu'on arrivera à la logique, à moins que ça s'effondre avant justement. Donc, donc voilà, donc l'écologie politique est, est, est une arnaque et, euh, et elle ne peut pas elle ne peut pas c'est un oxymore, elle ne peut pas étudier, remettre, enfin disons, aller au fond des choses et elle ne peut tenter que de maquiller. Donc c'est un mouvement, c'est un peu le but global de la politique, c'est une espèce de machine qui tente d'éteindre les aspirations des différents membres et de maintenir, disons, quelque chose de global qui fait que tout le monde collabore, silencieux. Et donc l'écologie anesthésie fait partie, comme la gauche anesthésie socialement le bon peuple, l'écologie anesthésie tous ceux qui ont des velléités en leur faisant croire qu'il y a un combat qui se passe et qu'effectivement on pourrait changer les choses. Alors,
l'illusion écologique, actuellement, quel est leur argument pour essayer cette collaboration au système industriel? C'est donc il n'est pas question dans l'écologie politique de remettre en cause le fondement de l'industrie. J'en ai jamais entendu parler. Il y a quelques personnes qui parlent de remettre en cause la démographie, je crois que c'est Yves Cochet, mais il est ultra minoritaire. Il est tellement minoritaire que lors des élections, il a fermé sa gueule et il a dit que c'était des thèmes qu'il fallait mettre en veilleuse parce qu'il ne passerait pas. C'est montrer le courage idéologique et la conviction qu'ont ces gens-là, même si je pense que Yves Cochet est un des plus respectables. Alors, au final, évidemment, ils vont s'écraser sans arrêt et ils vont tout laisser faire. Et donc, quelle est disons, l'idéologie écologique, écologie politique, hein, puisque ce ne sont pas des écologistes, ce sont plutôt des traîtres à l'écologie, ou je ne sais pas comment appeler ça, euh, disons des récupérateurs. L'idéologie de cette pseudo-écologie, c'est de cette fausse écologie, de cette écologie je sais pas, de l'HQ, je sais pas comment, il faudrait trouver un titre, là, je suis pas très inspiré aujourd'hui. Et donc, le fondement de sa pensée, c'est qu'on pourrait avoir des industries vertes. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir, c'est l'énergie renouvelable. Donc, c'est merveilleux. Alors, ce que je pense que c'est une... faut pas avoir fait beaucoup de sciences pour pouvoir penser ça, qu'il y a des énergies renouvelables qui puissent être utilisées massivement. Il ne faut pas avoir compris non plus ce que c'est que l'écologie, qui est en fait, l'écologie, qu'est-ce que c'est? C'est euh, une façon qu'a inventé la nature, hein, d'utiliser l'énergie solaire. En fait, ça revient à ça, l'écologie. C'est-à-dire qu'on a une énergie qui arrive, qui crée une espèce de perpétuellement qui constitue un déséquilibre et petit à petit il y a un système plus ou moins stable qui s'est formé pendant des millions et des milliards d'années qui utilise cette énergie. Et il faut être vraiment naïf, enfin il faut être idiot pour croire que on peut massivement, disons, détourner l'énergie solaire ou quoi que ce soit, sans avoir d'impact sur les écosystèmes, puisque cette énergie, quand même, à la base, que ce soit au niveau des vents, au niveau du soleil. Alors, on nous parle de pourcentage qui serait fait par rapport. Mais bon, faut voir où ils sont placés, etc., etc. Et de toute façon, donc il y a déjà. C'est un peu ce que Jean Covici a le mérite d'être un ingénieur, rappelle dans ses cours, même si le personnage est fort détestable concernant le nucléaire, parce qu'il est vraiment d'une mauvaise foi absolue. Mais pour le reste, il est beaucoup moins, c'est normal, puisque ça sert un peu ses intérêts nucléaristes. Mais bon, là, au moins, il est honnête et il dit bah, que l'énergie, ça correspond à une transformation, finalement. Hein, selon les principes de la physique, l'énergie correspond à une transformation. Et donc, est-ce que utiliser massivement l'énergie telle qu'on le fait aujourd'hui est quelque chose de souhaitable dans le futur? Bah non, parce que ce que ça veut dire, c'est qu'on continue à transformer euh, nos écosystèmes. Et déjà, on les a bien salopés, ça veut dire qu'on va continuer à les martyriser et jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Donc, peu importe que ce soit du solaire, du nucléaire, ce qu'on veut, il n'y a pas d'énergie propre à 9 milliards d'habitants. Ça, c'est clair, net et précis. Et il n'y a même peut-être pas d'énergie moins sale les unes que les autres. C'est par exemple, le nucléaire a des désavantages. Clair, puisque c'est quelque chose d'extrêmement polluant. On ramène à la surface des choses qui ont été, disons, qui ont été séparés de la biosphère durant les époques, les temps géologiques, et la biosphère s'est constituée parce qu'il n'y avait justement pas de radionucléides à la surface. On les ramène à la surface, on verra bien ce qui se passe. Bon, il y a quelques avantages. Par exemple, on a vu à Tchernobyl que quand il y a une pollution massive, les hommes se foutent le camp. Donc après, les écosystèmes s'en souffrent. On voit qu'il n'y a pas le même taux d'animaux sauvages que dans un état, dans un truc complètement préservé, qu'il y a quelques mutations, mais globalement, c'est quand même moins martyrisant que la présence humaine. Donc peut-être que le nucléaire, à large échelle, s'il y a une grosse catastrophe, permettra de sauver une partie des écosystèmes. Donc on peut aussi voir les choses comme ça. Donc, puis ça peut être utilisé pour les terroristes, etc., pour créer des guerres, on ne sait pas, ça pourrait effectivement peut-être sauver l'humanité sur le long terme. Bon, si on veut voir les choses de façon plus politiquement correcte, euh, de toute façon, chaque énergie, si on parle de solaire
et puis il y a aussi, bon, donc chaque énergie aura son lot d'émages collatéraux. Quand on parle de solaire, on parle aussi de toute façon d'une consommation d'énergie et de matériaux très importante. Et on voit, par exemple, quand on parle de vent et d'énergie, on voit que il y a, je, je me réfère à un documentaire qui a été publié sur Arte, mais il y a pas mal de littérature dessus, je crois qu'il y a pas mal de trucs sur l'internet aussi, sur l'exploitation des terres rares qui sont le fondement de l'énergie éolienne. Ça, les écologistes croient qu'on peut obtenir une énergie concentrée sans une technologie complexe d'exploitation de l'environnement. Finalement, ça revient toujours au même principe. Et on atteint des rendements viables pour être comparables à ceux du pétrole, enfin comparables, seulement en occasionnant des pollutions très très sévères. Et c'est ce qu'on voit en Chine, l'exploitation des terres rares est un désastre. Et actuellement, je crois qu'ils sont en train de... Parce que ça remet aussi en surface des matériaux radioactifs et on est en train de les envoyer. Je crois que les Australiens veulent ouvrir des mines de terres rares, mais parce que les Chinois ne peuvent plus, ils n'en peuvent plus, et ils pensent arrêter le développement des terres rares pour disons, avoir ils veulent déterritorialiser leur production en Afrique, peut-être, je ne sais pas exactement, mais en tout cas en Australie, ils pensent le faire, mais l'Australie est d'accord que si elle exportera les boues radioactives vers je crois que c'est en Malaisie, et là-bas il y a des cimetières de matériaux radioactifs qui s'accumulent, et il est projeté d'en ouvrir, et des gens vont en prison parce qu'ils manifestent, parce qu'ils ne peuvent pas, il y a des pêcheurs dans le coin, et des paysans, ils ne veulent pas de ces boues radioactives. Donc bon, finalement... on veut éviter du nucléaire, mais en voulant mettre des éoliennes partout, on est en train de déplacer le problème. Il n'y a pas de solution facile au problème de l'énergie pour des raisons physiques. C'est aussi simple que cela. On peut, disons, combiner les dégâts, faire un mix de dégâts, plus ou moins, selon le truc. Et puis il y a des projets aussi très fantaisistes, comme mettre du solaire partout dans le Sahara. Bon, il faudra qu'ils aillent nettoyer, je ne sais pas avec quoi, leurs panneaux, une tempête de sable. Je pense qu'il y a c'est des projets sur le papier qui marchent, mais qui dans la réalité ne marcheront pas, et ils seront des faillites un peu, sont probablement payés par des banques, enfin bon, on connaît le système. Alors, donc voilà, donc il n'y aura pas de solution verte, donc il n'y aura pas de solution écologique à la faillite de la société industrielle suite à l'épuisement des ressources en pétrole et aux pollutions qu'elle a engendrées, notamment pollution en CO2. Donc il n'y a pas de solution écologique. Et la seule, évidemment, bon, donc on comprend en disant ça qu'une partie écologique est une arnaque profonde et que il n'y a pas de... La seule façon, enfin, on en revient toujours au même point, c'est que la société industrielle doit être combattue. Et donc voilà, le sort du parti écologiste, ce sont des je ne sais pas trop comment les qualifier, c'est une arnaque au même titre que Mélenchon, mais une arnaque moins, finalement, qui a quand même un peu moins de succès en ce moment, parce que je pense que, d'une part, il y a une partie de la population qui est complètement abrutie, je pense, enfin je sais pas, abrutie, ou pas abrutie par le travail, par l'état de fait, par la mauvaise nourriture, je sais pas trop, par une santé... et qui a du mal à comprendre qui n'a pas de vision que l'état de l'industrie dans lequel on vit, de la population dans laquelle on vit, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel et que s'il y a rien, on ne peut pas comparer à ce qu'il y a avant. Les gens pensent que c'est naturel et que tout va bien. Et puis il y a une partie plus éclairée, mais qui n'a pas, donc un peu comme avec les socialistes que j'ai décrits dans les vidéos sur la social-démocratie, qui n'a pas la volonté, qui a peur de remettre en cause ce mode de vie, parce qu'elle ne voit pas très bien, consciente de la catastrophe, ne voit pas trop bien comment passer à autre chose. Et donc, il se réfugie dans cette espèce d'écologie bidon, d'écologie politique, avec des énergies vertes et une société biocompatible, comme si elle pouvait recréer un écosystème valable sur Terre. Et ben, je lui souhaite bonne chance. Et de toute façon, les 50 ans de combat écologique, politique, ont démontré que c'était non viable. Ils n'ont obtenu rien du tout. Et par exemple, même l'agriculture biologique, moi je suis pour l'agriculture biologique, j'achète bio.
Quasiment tout ce que j'ai, j'y mets tout le peu de pognon que je gagne, j'achète beaucoup de bio et j'essaie de faire des choses moi-même. Dès que je peux, j'ai un petit truc, bon, ça produit pas des masses, je ramasse mes baies, etc. Je mange beaucoup de baies. Enfin, je fais ce que je peux, quoi. Mais je suis pour le bio, mais simplement, l'agriculture bio qui produit, il faut du plastique, faut des machines, n'importe qui était travaillé, faites des stages, vous verrez bien. Et le plastique, c'est dégueulasse. Le plastique, c'est des grosses usines. Il y a même le plastique au maïs ou je sais pas quoi. Il faut voir les usines que c'est, la pollution que ça engendre partout. Faut pas. Il n'y a, y a, y a, y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Et pour obtenir une production pour 9 milliards d'habitants, et nourrir surtout des gens qui ne travaillent pas la terre, et maintenir un mode de vie actuel, il n'y aura pas de solution écologique. La solution écologique, c'est que les gens, comme je l'ai décrit avant, euh, cultivent leurs légumes, fassent moins d'enfants, c'est tout. Et donc pas la peine d'avoir un programme des représentants au Parlement pour ça. Voilà, donc la prochaine fois, je parlerai du nationalisme, parce que c'est un thème très important, parce que ça va renaître, je pense. Il y aura des affrontements, et je vais parler du nationalisme, je vais l'intégrer dans l'analyse de la domestication sur le phénomène de groupe, c'est-à-dire qu'en fait, on peut appliquer la critique du nationalisme. C'est pour ça que les gens étaient un peu étonnés que pendant les guerres, il y avait aussi il y a eu des régimes fascistes de gauche, etc., que c'est en fait un phénomène de groupement et qui se rapporte à la territorialité. J'expliquerai ça, cette analyse, et montrer qu'en fait, c'est une façon, c'est une réaction tout à fait humaine, le nationalisme, ou le symétrique, c'est-à-dire toutes les tentatives socialistes dures, etc., qui nient l'individu. Et puis globalement, je montrerai que c'est dans notre société, il y a le ferment de cela, puisque de toute façon, j'analyserai quel est l'impact justement euh, de l'aspect des sociétés modernes sur la façon dont les individus constituent leurs relations et comment cette territorialité qui est quand même quelque chose en nous se manifeste. Voilà, donc ça c'est le programme pour la prochaine vidéo.